Bonjour à tous. Monsieur le directeur, monsieur le vice-président. Je suis Nicolas Sanchez, enseignant à l'UT d'Aix-Marseille. Et en tant que membre du comité d'organisation, je vais vous présenter les premières conférences de la matinée. Tout d'abord, nous allons accueillir Eric Truffet, qui est expert en normalisation Digital Factory. Il participe à la coordination des stratégies françaises et allemandes pour la compétitivité de l'industrie par le digital, puisqu'il est responsable de l'établissement de la liste commune de scénarios entre l'Alliance pour l'industrie du futur et la plateforme Industrie 4.0. Il est également actif dans les groupes de travail de normalisation de l'ISO, de l'IEC et de l'AFNOR. On parlera en détail des avancées de ces groupes de travail. Je vous demande de l'accueillir. Alors tout d'abord merci de m'accueillir, c'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter nos travaux, parce que vous formez le futur de la France, et à la base c'est le but de mon engagement. C'est vraiment c'est un engagement politique au sens noble du terme, et vous en êtes les meilleurs représentants. Donc, j'ai participé effectivement à je participe à tous ces travaux. Et là, ce que je vais vous présenter, c'est la vision. L'objectif, c'est de vous présenter vraiment la vision allemande, la vision française, qui d'ailleurs, la vision allemande est en train de s'accorder sur la vision française et inversement. Donc ça tombe bien. Parce qu'il faut qu'au final on arrive à des accords mondiaux, parce que le numérique c'est par essence mondial. Donc voilà. Alors, d'abord je vais commencer par ça. C'est les résultats d'un travail de recherche de Madame Zayati, qui a fait le constat, alors bien sûr que j'avais constaté que aujourd'hui, depuis que l'informatique existe, on travaille par business process, où c'est une personne, un département qui va avoir de l'argent, qui va avoir des besoins, donc ça va être le concepteur qui va avoir de l'argent et des besoins, qui va avoir un informaticien et qui va dire voilà, moi j'aurais besoin de voir une pièce en 3 dimensions. Et ça a donné un logiciel. Et jusqu'à présent, c'est ce qui s'est passé pour chaque fonction d'entreprise. Les ERP, la métrologie, très bien. On a optimisé à fond, très bien, sauf que maintenant, pour aller plus loin et pour que les usines restent en France ou qu'elles soient compétitives, eh bien, il faut combiner tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonction qui permet de le faire. Donc, ça se traduit en termes de fonction, ça se traduit en termes de système d'information. Résultat, on arrive à des systèmes qui sont monolithiques, difficiles à travailler ensemble. Et pour que ça puisse marcher, il faut que ça soit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est ce que Madame Zayati a fait remarquer, et il faut de l'interopérabilité. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec des redondances, de l'hétérogénéité et des volumes d'informations non forcément cohérents. Et résultat, on a un plat de spaghettis, et pour s'en sortir, eh ben, c'est extrêmement complexe. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler pour pouvoir résoudre ça. Alors, l'industrie 4.0, donc l'idée initiale, c'est de se dire un produit pour une entreprise va devenir une ressource pour une autre, quel que soit le secteur d'activité. Et à terme, tout va être interconnecté, sans exception. Et là, on le voit, on a l'industrie. Mais le smart grid, c'est la même chose, le healthcare c'est pareil. Dans la santé, la seule différence entre une usine de production et un hôpital, c'est que ce qui rentre, c'est un humain malade, et ce qui sort, c'est un humain qui n'est plus malade.
ça reste du processus. C'est vrai. Pas d'accord? Ou mort. Mais pour dire que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. On retrouve des points communs et c'est l'objectif aujourd'hui au niveau de l'ISO et l'IEC d'identifier ces points communs. Alors, pour définir ces concepts communs, il y a eu de multiples initiatives. Donc, la première, ça a été en Allemagne, ensuite ça a été l'Alliance. Ensuite, on s'est mis ensemble avec les Italiens. En parallèle, les Japonais, ils ont lancé leur initiative, très lean, très pragmatique. Je voulais en parler, mais j'en aurai pas le temps, mais ils sont, au même titre qu'ils ont inventé le lean, il se pourrait que ce soit la base du futur langage pour numériser plus facilement. Les États-Unis, donc Industrial Internet Consortium, ils sont beaucoup plus sur la partie IT, représentation des systèmes informatiques avec l'UML. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez peut-être plus le SysML. Ça vous parle plus, on est en Ginemeca. Et ben, l'un des axes de recherche, c'est de combiner le SysML qui permet de représenter les systèmes mécaniques avec l'UML qui sont là pour créer les logiciels qui vont représenter ces systèmes mécaniques. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de diagramme, on peut le faire, mais il n'y a pas de diagramme qui permette de combiner les deux simultanément, et pourtant c'est ce qu'il faut faire. L'un des objectifs, c'est que les futurs génies industriels soient capables de représenter de façon compréhensible par des informaticiens leurs besoins, leurs flux, leurs processus. Et pour que derrière, ils puissent plus facilement concevoir leur système. Donc voilà, donc c'est le niveau... et donc, moi, je travaille à ce niveau-là. Donc au niveau de l'Alliance pour l'industrie future, alors, ça c'est un vieux schéma, et il se peut qu'il y a d'autres personnes qui soient arrivées, enfin pas personne, pardon, d'autres organisations. Donc l'idée c'est que c'était de rassembler les fédérations industrielles, utilisateurs et offreurs de solutions, alors industriels, des collèges académiques pour aider tous ces gens-là, des collèges de recherche, parce que là c'est plutôt sur l'enseignement, là c'est plutôt sur la recherche, du financement, et tout ce moment donc s'est mis ensemble pour transformer l'industrie. Mon introduction qu'on a fait tout à l'heure, pour reprendre un petit peu ce qui a été mentionné, c'est que là, dans l'industrie future, des axes ont été identifiés. Donc les nouveaux procédés de fabrication, la place de l'homme au travail, la numérisation des lignes de production, les objets connectés, nouvelles technologies, les nouveaux relations clients-fournisseurs et les nouveaux business models. Donc ça, c'est l'approche française. Alors, quand on dit business model et environnement, enfin tout ce qui va autour, alors ça, cette partie-là a été reprise un peu du côté des Allemands. Ce dont on pourra parler aujourd'hui, c'est de vision, ils ont appelé ça vision 2030, industrie 4.0, dans laquelle ils ont intégré la partie environnement, la partie sociétale, dans laquelle une industrie, c'est aussi pour faire vivre la société. Voilà, donc ça c'est l'approche française, et je dirais les scénarios d'amélioration français. Ensuite, du côté allemand, ils ont mis le focus dès le départ sur la partie interopérabilité, standardisation, dans laquelle ils ont créé des groupes de travail. Et l'un des principaux, c'est référence architecture, standardisation et normes, parce qu'ils ont estimé que la partie normalisation et standardisation, c'est là où les fédérations et les pouvoirs publics ont le plus de choses à faire. Parce qu'avec les technologies, les Allemands considéraient que ce n'est pas le rôle de l'État que de promouvoir des technologies, même s'il y en a des nouvelles qui sont très bien. Et ils ont préféré se focaliser là-dessus.
Et pour définir ces nouveaux standards d'échange, ils ont défini ce qu'ils ont appelé des applications scénarios, dans laquelle ils ont dit, bah voilà, si le jour on arrive à normaliser l'ensemble des échanges entre les équipements sur l'ensemble du cycle de vie du produit, on va y voir juste après, et ben on aura différents types de scénarios. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun, mais l'un des plus représentatifs, par exemple, c'est le volume based service, pardon, où je prends un exemple tout bête. Demain, Renault souhaite avoir prévenir, envoyer un SMS dès que la plaquette de frein est trop usée. Il faut récupérer les données de la voiture, les envoyer sur une plateforme, les renvoyer à Renault, et à terme, ce soit n'importe quelle voiture qui soit capable de faire ça. Bon, bah ça, c'est l'un des scénarios le plus représentatifs des intérêts de normaliser la chaîne numérique. Et c'est le Value Based Service Scénario. Puis après, il y en a différents, nouvelles interfaces. Voilà. Donc les Allemands ont demandé. Donc moi, j'ai participé en fait à synchroniser donc, ces scénarios-là qui s'appliquent à la chaîne de valeur. Alors, là, rapidement, on a le cycle de développement des moyens de production. Ici, on a le cycle de développement du produit. Et une fois que on conçoit le produit, on conçoit les moyens de production. Et une fois qu'il a été conçu et produit, on commence à le fabriquer et à le livrer. Et là, on va l'utiliser. D'accord ? Et c'est vraiment sur toute la chaîne de valeur. Donc forcément, par rapport à l'approche française, c'est un peu différent. Parce que l'approche française, lorsqu'on parle de nouveaux business models, lorsqu'on parle de nouvelles technologies, c'est applicable à n'importe quel scénario. Donc c'est pour ça que nous, on a parlé de Team Improvement Scénario et que les Allemands ont parlé d'application scénario. Voilà, mais tout ça, c'est l'objectif final. Pour arriver à ça, il a fallu définir des concepts. Donc pour arriver à standardiser les échanges entre toutes les entreprises, voilà ici, ce qu'on appelle l'intégration horizontale, entre tous les équipements à l'intérieur de l'entreprise, sur l'ensemble du cycle de vie, et voilà, il a fallu définir un nouveau concept d'échange que je vais vous présenter. Voilà, donc, ce qui existe aujourd'hui, le cloud, les réseaux, l'internet, les web services, tout ça, ça existe. Il y a un nouveau, en revanche, ce qui n'existe pas vraiment encore, c'est des standards communs et neutres. Alors quand on dit neutre, c'est diffusable, comment dire, je ne vais pas dire gratuitement, parce que rien n'est gratuit dans la vie, mais non facturé, financé par les pouvoirs publics, ce qu'on est en train de définir. C'est-à-dire que même si ça va devenir un standard ISO, ça sera toujours disponible sur les plateformes Industrie 4.0 et l'Alliance pour l'Industrie Future pour que n'importe qui puisse appliquer ce schéma-là. Et l'objectif aussi, c'est de passer de l'intranet à l'Internet. Et c'est pour ça qu'il faut de la sémantique pour passer de l'un à l'autre. C'est comme une adresse IP lorsqu'on est en local, on peut mettre l'adresse IP qu'on veut, c'est ce qui se passait jusqu'à présent. Ou je prends un exemple au niveau lorsqu'on crée une nouvelle pièce mécanique, on lui donne la référence qu'on veut. Sauf que le jour où elle est mise sur le marché mondial, et la référence qu'on a créée en interne, seule l'entreprise la connaîtra. Donc l'objectif, c'est de savoir comment la pièce que je viens de concevoir moi, mécanicien, elle va être reconnaissable, le type et l'instance au niveau mondial. Donc c'est ça la nouveauté. Donc ça c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc un fabricant machine spéciale, il fait sa machine, il la livre, et puis il donne des infos avec, et puis c'est tout. Demain, avec l'Industrie 4.0, il va toujours la livrer, très bien, sauf qu'en plus, il va livrer des jumeaux numériques dans des administrations de chaîne qui vont présenter toutes les caractéristiques du type, donc du modèle de l'appareil, et toutes les caractéristiques de l'instance. Alors, on pourrait parler de l'objet sérialisé, avec un numéro de série, d'accord? Donc voilà. L'un des autres intérêts, par exemple au niveau des plaquettes de frein, aujourd'hui,
lorsque l'on n'a qu'une seule machine en face de soi, eh ben, c'est pas évident de définir des règles. Alors que le jour où on peut standardiser l'ensemble des échanges et de standardiser les propriétés, c'est l'un des objectifs, eh ben, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir détecter des déviances. Voilà. Donc, j'ai fait un petit... ça, c'est quelque chose de totalement personnel, c'est pour aider à comprendre cette notion de digital twin, d'une administration de chaîne. Donc, j'ai fait un scénario. Donc, aujourd'hui, on a une personne qui va avoir une idée. Dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire une Kia Ceed break. Donc là, on est dans le monde physique. Là, on est dans le monde informationnel. Là-dessus, il va le mettre sur un papier, donc on va être entre le monde physique et le monde informationnel. Et avec ses petites mains, il va fabriquer sa ligne de production. Bon, j'ai fait des simplifications, hein. Mais donc il va faire sa ligne de fabrication de Kia Ceed, et ça va générer des Kia Ceed avec un numéro de série. Ça, en l'occurrence, c'est le mien, hein. C'est un vrai numéro de série, et puis autant de numéros de série qu'on veut. Bon. Ça, c'est industrie 2.0. Là-dessus, avec le digital, lorsque on a eu cette idée-là, on peut aujourd'hui, une fois qu'il a eu l'idée de faire cette Kia Ceed, eh ben, il crée un type, le Kia Ceed break. Alors, ICLAS, c'est quoi? C'est une organisation allemande à l'origine qui s'appuie sur un standard dictionnaire ISO qui a pour ambition de définir tous les types de marchandises au niveau mondial. Il y en a en l'occurrence 36 000. C'est pas énorme. Et pour chaque type, on va avoir des propriétés standards. Et aujourd'hui, elles ont été faites au fur et à mesure. Et l'idée, c'est de les organiser au fur et à mesure. Donc là, en l'occurrence, par exemple, un véhicule particulier, c'est un type réel. Ça, c'est le vrai numéro du ICLAS qui dit que c'est un carte privée, un moteur véhicule complet, carte privée. On va avoir la même chose pour les couteaux, on va avoir la même chose pour une tronçonneuse, ainsi de suite. Là-dessus, on va avoir le modèle 3D. Donc là, ça va être les constantes. Le modèle 3D donc, de ma Kia Ceed break. On va avoir des paramètres qui, au moment de... sous les paramètres, c'est ce que l'on va créer au début du produit, et ensuite ça va rester. Par exemple, la couleur. On peut avoir différentes grilles rouges, et des variables. On va dire que ce type-là, ce qui a Ceed break, aura une variable qui s'appelle le nombre de kilomètres. Ensuite, évidemment, ce fichier 3D-là a donné naissance, a engendré ces numéros de série. Et ce qui commence à y avoir un petit peu de nouveau, c'est ce qu'on appelle le digital twin, le jumeau digital. Pour faire la distinction avec le plan 3D, c'est que ça, c'est toujours le plan 3D, mais qui est directement synchronisé avec mon véhicule. Je vais avoir le plan de la plaquette de frein en 3D, et ben, dans le jumeau digital, la plaquette de frein, si elle fait 9, alors que à la base c'était 10, et ben là, ça sera 9. D'accord? Et là-dessus, sur chaque instant, donc là, on va avoir le numéro de série, l'ID du type, la couleur, la variable qui va changer. Et là, voilà, donc c'est un deuxième fichier. Et on va avoir autant de fichiers qu'il y aura de jumeaux, qu'il y aura de voitures. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu ce qui se passe de façon un peu désordonnée, un peu partout. D'accord? Et bien l'objectif des Allemands, c'est de rajouter à tout ça, de standardiser, de dire que ça, toutes ces informations-là, c'est l'administration de chaîne du type Kia Ceed break, donc c'est un type, qui va avoir une ID unique au niveau mondial, à laquelle je pourrais y accéder de n'importe où. Alors là, en l'occurrence, c'est Kia, ça peut être, si c'est PSA, bah, c'est chaque fournisseur de type qui aura la responsabilité de mettre à disposition toutes les informations qui sont en dessous. Et voilà, et ça, l'ensemble de ces paramètres, ça va être organisé par sous-modèle. Sous-modèle d'identification, sous-modèle de localisation, par exemple, qui sera commun à tout le monde. Par exemple, le sous-modèle de localisation, ça permettra de trouver n'importe où ça se trouve, l'objet où il se trouve, et ça, il y aura, donc ça c'est pour le type, ça va être pour l'instance, c'est pareil, et ça, ce sont les actifs. Je vais vous présenter juste après.
Donc voilà, donc pour bien faire la distinction entre le jumeau numérique, les modèles 3D et on pourrait appeler ça les métadonnées en rapport avec ça. Donc voilà, donc l'administration de chaîne, donc là j'ai fait l'introduction, donc l'objectif de la chose de nouvelle, donc c'est que chaque objet à terme sera identifié par son administration de chaîne. Alors un objet, si c'est un objet physique, ça c'est une instance. Après je peux avoir le plan de ça, donc ça, le plan ça sera le type. D'accord. Et dès qu'on a quelque chose de physique, c'est obligatoirement une instance, même si elle est unique. D'accord. Donc l'idée c'est que tout ça se soit standardisé là, et donc ce fichier-là, alors l'administration de chaîne paquet, ça va être un fichier zip. Et dedans il y aura tous les fichiers que l'on veut mettre, ce sera totalement ouvert. Et quand je dis fichier zip, c'est pas un point zip, ce sera un point ASX, mais en le renommant en point zip, on pourra le faire, ce qui fait que n'importe qui pourra créer son fichier administration de chaîne directement. Donc voilà, donc l'administration de chaîne, on peut l'avoir sur un moteur, on peut l'avoir sur une ligne complète, et c'est totalement indépendant des vendeurs. D'accord. C'est ce qui va permettre à un fabricant de machines spéciales, il va récupérer les données de chez Bosch, de chez Festo, et au lieu d'avoir juste le fichier 3D et puis un fichier descriptif en même temps, il aura un fichier ASX dans lequel il y aura le modèle 3D plus toutes les informations qui vont derrière. Voilà, donc l'objectif c'est de dire, voilà, à chaque asset, donc matériel ou immatériel, on va avoir son administration de chaîne dans le monde numérique, et ensuite il va falloir passer du monde, le monde physique au monde digital, le communiquer, stocker et l'utiliser. Mais ça, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est justement une discussion, c'est pour que vous ayez simplement l'idée. Donc voilà, quand je parlais tout à l'heure des sous-modèles, là on a des exemples des sous-modèles par rapport à l'énergie, par rapport au mouvement, par rapport au CAD. Il peut y en avoir d'autres, donc il va y avoir des capabilités et des properties qui vont être standardisées donc, au niveau mondial, petit à petit, et après chaque fabricant pourra ajouter ce qu'il veut. Mais le contenant, ce sera standardisé. Le contenu, chacun fera ce qu'il veut. Voilà, donc ça c'est l'e-class, hein, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Là, si vous êtes sur le site e-class, vous allez trouver toutes les catégories qui existent dans le monde et toutes les propriétés qui sont rattachées. Aujourd'hui, elles ont été créées au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est de mettre de l'ordre dans tout ça pour et que ça devienne totalement, une partie devienne libre d'accès. Mais vous pourrez y jeter un coup d'œil, hein, c'est assez impressionnant. Et j'ai fait le test avec tous les secteurs INSEE et ça marche. Hein. Il y a des marchandises dans tous les secteurs, et tous les secteurs ont au moins une catégorie là-dedans. Bon, là c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que les Allemands ont appelé le RAMI 4.0. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce schéma-là, ils ont dit que toutes les entreprises d'inscription, ce sont des actifs matériels ou immatériels. On a soit des produits, soit des ressources, ça ce sont que des ressources, d'accord, soit des business partners. Collectivement, c'est des business partners. Et tous ces actifs-là, on va les concevoir et on va les produire. Évidemment, le produit c'est facile, les ressources, on va faire le plan de la machine de production. Les clients, on va définir à quel client on veut vendre, et puis à chaque fois qu'on va avoir un client, on va licencier. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que tout peut être considéré comme un actif, même immatériel. C'est pour ça qu'il y aura il peut y avoir une administration de chaîne pour tout. Il peut y en avoir un pour l'entreprise, un pour un service, un pour un équipement, et un pour un client et un pour un fournisseur. D'accord ? Voilà, donc il peut y avoir des combinaisons d'administration de chaîne. Chaque administration de chaîne peut communiquer les uns avec les autres. Et donc, à terme, là au niveau de la norme, c'était les premiers exemples qui ont été faits. C'est-à-dire qu'un fabricant de Festo, Wittgenstein par exemple, ils fabriquent un vérin, et au moment où ils vont fabriquer ce vérin-là, ils vont mettre l'administration de chaîne à disposition sur n'importe quelle plateforme cloud qui sera capable d'accepter l'administration de chaîne soit du type de l'équipement, soit de l'instance, d'accord. Et voilà, donc là déjà on a là, toutes les entreprises là, qui sont fabricants de matériel qui sont dedans. Et
voilà, donc voilà. Alors ça, c'est un schéma qui est très important, alors n'avez pas trop peur. C'est ce qu'on a appelé l'administration de chaîne package. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, du fameux fichier zip, c'est un asset administration de chaîne package. L'administration de chaîne, c'est ce qui va être capable d'avoir des services, donc de répondre, hein. Et le package, c'est ce qui va permettre d'être envoyé, donc au format zip. Et donc l'idée, c'est qu'un fabricant de machine spéciale, un intégrateur là, de machines spéciales, va demander à tous ses fournisseurs l'administration de chaîne package du vérin, du moteur. Donc il lui envoie le fichier, il le combine, il crée son propre asset administration de chaîne package de la machine spéciale qu'il a faite. Il l'envoie à l'industriel et il se retrouve avec tous les plans 3D qui vont bien pour faire son modèle numérique de l'ensemble de la ligne. Une fois que tout a été validé en test et tout ça, il va commander chacune des pièces initiales, où là on va avoir les administrations de chaîne package de l'instance, de chaque pièce envoyée, avec tous les paramètres de production dedans, de façon standardisée. Et ce qui fait que chacun va pouvoir recréer son propre administration de chaîne. Donc au final, l'industriel va se retrouver avec deux fichiers, l'un pour tout le modèle, les plans 3D, choses comme ça, et tous les plans de sa machine, plutôt que d'avoir un CD avec des PDF, des fichiers Excel dans tous les sens, voilà. Donc voilà. Alors ça, c'est le premier asset administration de chaîne package Explorer, où c'est totalement open source. Pour l'instant, c'est pas encore totalement disponible. Mais ce fichier-là, on retrouve, et lorsqu'on va dedans, on va avoir toutes les propriétés, les sous-modèles dont je vous parlais, avec tous les types de fichiers. Alors ça pourrait être visualisable ou pas, mais l'idée c'est que tout soit dedans. Parce qu'aujourd'hui, les fichiers vont passer en s'envoyer un petit peu comme on peut. Donc là, pour mettre en place tout ça, eh bien, on a créé un groupe trilatéral a été créé entre la plateforme Industrie 4.0, l'instance future et Piano Industria, donc qui est toujours actif. Bon là on voit l'équipe, hein, là où il y a votre serviteur. Donc là c'est les groupes d'experts hein, qui finalisent en son ça. Et il y a 3 gros working groups là-dedans. Donc le premier c'est pour finaliser ces fameux standards. Le deuxième c'est pour les appliquer. Où j'ai le plaisir d'avoir accueilli ici ce Garo qui est la société BEMA, avec qui on va mettre en place un démonstrateur pour ce que je viens de vous expliquer, le montrer avec l'équivalent d'une petite machine qui encapsule du café, et notamment dans la démarche de conception de cette machine-là, les applications de ces principes administration de chaîne. Et donc il y a ça, il y a aussi le CERA qui est dedans, enfin toute l'industrie est derrière pour l'appliquer. Et mon actuel employeur, nouvel employeur, travaille aussi beaucoup dessus, je ne peux malheureusement pas dire le nom, mais c'est un acteur important, que vous connaissez très bien. Donc le voilà. Donc ça c'est la partie d'engagement. Et la partie politique, bon, ça c'est autre chose. Donc l'objectif de ce groupe de travail, c'est de finaliser l'administration de chaîne, de créer de nouveaux langages. Donc quand je parlais du fameux 6ML, l'UML combiné, pour que chaque futur technicien ou ingénieur soit capable de définir ces processus, de définir l'administration de chaîne, comment ils vont avoir lieu, comme ça. C'est la deuxième étape. Et la dernière étape, c'est vraiment l'application dont vous êtes en première ligne hein, pour ça. Voilà. Donc, parmi les propriétés, l'idée c'est d'arriver, ce qu'il faut retenir aussi, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur les choses essentielles par rapport à notamment l'identification. L'identification, choses comme ça, les choses simples. Et ensuite, petit à petit, on va se mettre d'accord au niveau ISO, IEC mondial pour arriver à ce genre de choses. Et je conclurai par les financements de la Commission européenne pour ce beau projet. Donc ça, c'est au niveau global. Et pour ce projet-là d'administration de chaîne, la Commission européenne a engagé au total 300 millions d'euros
Donc 100 millions d'euros qui vont être appliqués à l'EIT, c'est European Institute of Technology, dont le CEA est directement impliqué et dans lequel mon futur employeur est très impliqué, enfin dans le futur, mon actuel, mais, est très impliqué. Et voilà, et les 200 millions d'euros spécifiquement pour l'administration de Shell et pour éventuellement les projets que vous voudriez engager là-dedans pourraient être mobilisés. Voilà. Des questions? Merci pour votre attention. Alors une question, si on voit tout de suite l'intérêt d'avoir, en plus de la 3D, nous, concepteurs, on est bien content de récupérer sur Internet, d'avoir les fiches techniques, d'avoir toutes les informations liées au produit. Oui. Évidemment, pour les concepteurs, c'est génial. Ouais. Mais comment ça marche assez bien déjà actuellement sur les fournisseurs de quincaillerie, on va dire. Ouais. Sur Traspart, plein de trucs. Ouais. Et comment vous allez convaincre des industriels qui font de la très forte valeur ajoutée, je pense par exemple à Dassault et des avions, Oui. de faire la même chose avec leur CAO, sachant qu'actuellement... Avec leur CAO, c'est-à-dire? C'est-à-dire que si j'achète un Falcon, Oui. c'est pas mon cas, hein. J'achète un Falcon, comment Si le tu client es- peut espérer récupérer, si je suis opérateur de Falcon en location, comment je peux espérer récupérer la CAO des avions? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Et ça, justement, là, quand je disais tout à l'heure, le modèle 3D, c'était juste un exemple. Mais évidemment, vous avez bien vu, c'est le fournisseur du type et de l'instance qui met ce qu'il veut dedans. Bien évidemment. Là, c'est dans la théorie, parce que derrière, ce fameux fichier zip, c'est issu de l'OpenXML. Je ne sais pas si qui connaissent ça. C'est un accès qui peut être sécurisé, et de toutes les façons, l'administration de Shell qui est en package qui est envoyé, il met ce qu'il veut dedans. Donc, bien évidemment, c'est pas tout le détail du jet qui va être mis dedans. En revanche, si je prends l'exemple de la voiture, il y aura peut-être juste le modèle, le système extérieur, ce qui peut nécessiter par exemple les impressions 3D, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir tout le détail à l'intérieur, ou par exemple uniquement des paramètres qui peuvent s'user, qui pourront se mettre à jour automatiquement. Donc ça, bien évidemment, mais de façon générale, premièrement la partie on met ce qu'on veut dedans, et deuxièmement, c'est sécurisé, c'est tout l'intérêt de ce fameux fichier ASX.